Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous n'aurez pas attendu très longtemps avant une nouvelle vidéo. C'est parce que l'actualité m'offre cette possibilité de revenir très vite sur un sujet qui a fait le tour du monde et qui mérite un petit peu de décryptage et puis un petit peu de terrain aussi. Alors, ce sujet d'actualité, eh bien, c'est la décision prise par le gouvernement japonais de lever un certain nombre de barrières pour s'autoriser à exporter des armes, y compris des armes qui tuent, des armes létales. Alors, c'est une décision qui n'est pas une grosse surprise, hein, c'était attendu depuis pas mal de temps déjà, mais voilà, elle a été prise et elle a été prise en Conseil des ministres. Et je vais vous donner un petit peu des clés pour comprendre pourquoi cette décision est prise maintenant, dans quel contexte elle s'inscrit, et puis la réaction de la population. Alors, jusqu'à présent, le Japon pouvait exporter des équipements militaires intégraux, hein, des produits finis, dans 5 catégories exclusivement, qui comprenaient par exemple la surveillance ou le déminage, ou bien les moyens de secours. Eh bien, ces 5 catégories volent en éclats. Désormais, c'est toutes catégories confondues, et donc ça comprend aussi des armes létales. Ça ne veut pas dire que demain matin, le Japon va se mettre à exporter des fusils, des canons, etc., vu qu'il n'en fabrique pas. Mais potentiellement, ça devient possible. Et ça devient possible, et donc ça va élargir le potentiel de clients de l'industrie de défense japonaise. Et c'est un des objectifs. Et donc, dans le contexte actuel de guerre au Moyen-Orient, de guerre en Ukraine, etc., et d'augmentation des budgets militaires un peu partout, eh bien, le Japon se dit que non seulement lui aussi va augmenter son budget militaire et donc donner plus de marché à ses industriels, d'une part, mais aussi veut profiter des marchés extérieurs. Alors tout ça, je vous l'ai dit, s'inscrit dans un cadre international qui est très compliqué en fait, hein, où d'autres pays prennent des décisions similaires de s'armer davantage. La France, l'Allemagne, etc. Donc c'est un contexte général et donc qui est propice en fait pour légitimer la décision de la Première ministre. Mais il faut savoir en même temps que cette idée, elle est pas nouvelle au Japon. Il y a très longtemps déjà que tous les moyens possibles sont utilisés par le PLD pour doper la défense du Japon et puis sortir de ce que le Premier ministre Shinzo Abe appelait le régime d'après-guerre, c'est-à-dire redevenir un pays souverain qui ait des capacités de défense plus importantes, quand bien même il n'aura jamais suffisamment pour se défendre tout seul, mais au moins répond-il au souhait des États-Unis d'avoir davantage de capacités, non pas seulement pour se défendre lui-même, mais aussi pour venir aider les États-Unis en cas de besoin. Et là, on est confronté en fait à ce contexte-là, hein, puisque le président Donald Trump, qui s'est engagé dans une guerre au Moyen-Orient, ne cesse de critiquer des pays qui utilisent le détroit d'Ormuz bien plus que les États-Unis, de ne pas venir l'aider pour ouvrir ce détroit d'Ormuz qui, soit dit en passant, a été ouvert avant qu'il déclenche une attaque sur l'Iran. Je schématise beaucoup, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Et à côté de cela, en fait, il y a dans la volonté de la Première ministre Sanae Takaichi l'idée de réformer de l'article 9 de la Constitution qui précise le renoncement à la guerre comme moyen de résoudre les conflits internationaux. Tout ça s'inscrit dans le contexte que je vous ai cité. Et comment la population réagit-elle par rapport à ça? C'est le point clé en fait, hein, parce que le Parti libéral-démocrate est très largement majoritaire à la Chambre basse du Parlement et donc peut avancer ses pions sur différents sujets et avancer ses pions également sur la réforme de la Constitution. Certes, il lui faut les 2 tiers dans les 2 assemblées, mais le pari de Sanae Takaichi, c'est qu'elle réussira à les obtenir avec d'autres partis.
même si la gauche n'est plus représentée autant qu'elle l'était auparavant au Parlement, eh bien, elle est quand même présente et elle est dans la rue. La gauche japonaise est dans la rue et proteste contre la volonté de la Première ministre de réformer la Constitution. Donc, il y a encore au Japon un attachement très fort d'une partie de la population à la Constitution pacifiste, au pacifisme du Japon qui est inscrit dans cette charte fondamentale. Et quand on parle de réformer la Constitution et qu'on avance ses pions et que ça devient de plus en plus concret, que des discussions commencent, eh bien là, ce Japon qui n'a peut-être pas voté, eh bien descend dans la rue. Et là, on le voit, il y a, si on prend le calendrier des manifestations, il y a des manifestations presque tous les jours au Japon, à droite, à gauche, dans les grandes villes, à Tokyo, mais aussi ailleurs, pour dire non à la réforme de la Constitution. Alors, l'ampleur de ces manifestations est très variable, mais je peux vous dire qu'à Tokyo, c'est une ampleur grandissante, où on a un nombre de manifestants qu'on a rarement vu au Japon sur des tas de causes, y compris celle-là. On a 20 000, 30 000, plus de 30 000 personnes qui sont là et qui manifestent. Et il est très intéressant d'aller voir en fait quel profil de manifestants on a. D'habitude, dans beaucoup de manifestations au Japon, on a beaucoup de personnes âgées qui sont de gauche et qui manifestent pour des tas de causes qui sont des causes qui leur tiennent à cœur depuis leur jeunesse, depuis qu'ils ont été 68 arts quelque part, et qui continuent de manifester. Mais c'est un carteron de personnes qui sont à peu près toujours les mêmes. Et là, la grosse différence dans ces manifestations contre la première ministre Sanae Takaichi, contre sa volonté de réformer la Constitution, contre sa volonté de voter des lois anti-espionnage et d'accentuer la surveillance, y compris peut-être des citoyens, eh bien, les gens descendent dans la rue. Et donc, on a des profils de personnes extrêmement variables, avec un éventail d'âge qui est aussi très étonnant. En fait, on a vraiment des jeunes qui sont des étudiants, 18, 20 ans, y compris aussi quelques lycéens, et puis jusqu'à des octogénaires, nonagénaires, qui sont là dans la rue et qui, eux, sont d'habitude le gros des manifestants et qui sont donc très contents de voir que des jeunes les rejoignent et que le mouvement gonfle. Et il est clair que plus les discussions vont avancer, vont se concrétiser au Parlement, plus ce mouvement va grossir. Et de la même façon que la Première ministre utilise le contexte international pour dire il faut muscler le Japon, il faut muscler sa défense, et puis un discours complètement décomplexé, désinhibé sur l'armée, et bien de la même façon, en fait, les manifestants voient que cette situation en fait a un goût de plus en plus de réel pour eux-mêmes, que peut-être elle va décider, si elle arrive à réformer la Constitution, d'envoyer des troupes à droite et à gauche, et que ça, il faut dire non maintenant. Donc d'un seul coup, la situation internationale finalement fait prendre conscience à un nombre accru de Japonais que leurs enfants, leurs petits-enfants seront peut-être un jour amenés à aller participer à une mission militaire à l'étranger, et que même pour un pays qui ne participe pas directement à une guerre, eh bien, il y a quand même un risque que ces militaires soient tués. La France le sait très bien. La France vient de perdre 3 soldats au Liban et en Irak, alors que officiellement la France n'est pas engagée dans le conflit qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis. Donc, voir ces informations sur d'autres pays fait prendre conscience aux Japonais que s'ils veulent que leur pays reste pacifiste, eh bien c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Et on voit donc beaucoup de jeunes femmes, des femmes qui se disent « moi je ne veux pas que mes enfants que j'ai déjà ou mes enfants que j'aurai partent un jour à la guerre ». Peut-être que cette idée peut paraître un petit peu farfelu pour certains, mais c'est la réalité de la pensée des Japonaises, des jeunes Japonaises actuelles qui rejoignent ce mouvement.
Et donc c'est très intéressant, hein, parce que, voilà, je suis allée interroger diverses personnes qui participent à ces manifestations. Je ne mettrai pas les interviews, sur YouTube. Vous écouterez, la radio, vous lirez les journaux et vous les aurez. Puis, ces personnes, eh bien, elles ont une sincérité vraiment qui est touchante, hein. Ces personnes, en fait, n'aiment pas manifester parce que les manifestations n'ont pas bonne presse au Japon. Et même, pour certaines, elles se disent qu'elles prennent un risque à manifester. Le risque d'être photographiées, le risque que leur visage soit enregistré dans des bases de données par le gouvernement et qu'il soit utilisé dans des intelligences artificielles pour identifier des personnes qui sont promptes à manifester contre le gouvernement, qui ont crié dans les manifs Takaichi démission, etc. Donc elles savent qu'elles prennent ce risque-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes, en fait, masquent leur visage, hein, avec un masque sanitaire, des lunettes, un chapeau, etc. Parce qu'il y a des précédents aussi. Les précédents, ils sont notoires, hein. Des jeunes qui, il y a 10 ans, ont manifesté contre des précédentes lois étendant les prérogatives de défense du Japon. Eh bien, ces jeunes se sont retrouvés finalement handicapés ensuite pour trouver un emploi parce que, eh bien, on les reconnaissait et regrettent aujourd'hui d'ailleurs d'avoir manifesté, se disent que c'était une erreur de jeunesse. Donc, bon, officiellement, hein, le gouvernement le dit, il y a différentes façons d'exprimer ses opinions politiques et les manifestations en sont une. Donc, il ne sort pas avec des matraques pour taper sur les manifestants et leur dire de rentrer chez eux. Il n'y a pas d'arrestation de manifestants au Japon tant qu'il n'y a pas de bagarre. Les manifestations pacifistes qui ont lieu actuellement se déroulent extrêmement bien. Elles sont extrêmement bien organisées, au point d'ailleurs qu'il est demandé aux manifestants de laisser un passage sur le trottoir pour que ceux qui manifestent pas mais se contentent de passer puissent passer librement. Donc voilà, les manifestations au Japon sont faites pour crier un message à l'adresse du gouvernement et en évitant de perturber trop le quotidien d'autres personnes qui sont pas là pour manifester. Voilà, c'est une forme de civisme dans les manifestations qui, somme toute, n'est pas désagréable, sauf que voilà, il serait mieux peut-être qu'il y ait des lieux aménagés qui puissent accueillir des manifestations sans qu'il y ait besoin de faire cette espèce de circulation un peu rédhibitoire, il faut bien le dire, hein. Alors, retenez surtout que la représentation dans la chambre basse du Parlement ne reflète pas forcément toutes les tendances de pensée, d'opinion de la population et que par conséquent, la population choisit aussi d'autres outils pour faire valoir son opinion. À bientôt!